Sur la deuxième table ronde autour du marché, c'est vrai que le thème est ici beaucoup plus large. Il est donc plus difficile de l'introduire compte tenu de ses nombreux aspects. Ce qui est sûr, c'est que dans l'article 39 du traité de Rome, il y a, dans cette fameuse lettre au Père Noël que j'évoquais en début de réunion, il y a une volonté d'avoir à la fois l'objectif d'approvisionner le marché européen, d'avoir des prix acceptables pour les consommateurs et pour les producteurs. Et donc vous voyez bien toute la difficulté d'arriver à tous ces objectifs, sachant qu'on voulait par ailleurs maintenir le revenu, défendre le revenu des producteurs et défendre l'emploi. Donc on est dans un problème de quadrature du cercle qui n'est pas facile évidemment à résoudre. Ce qui est sûr, c'est que dans cette... La dimension commerciale n'a pas échappé évidemment aux législateurs, et c'est vrai que dans les fameux textes importants de 1970, il y avait le fameux règlement, et c'est pas Maurice Benoît qui va me dire l'inverse, le fameux règlement 2142 qui a longtemps été la référence, 2142-70, avec le début de la création de l'Organisation commune des marchés. Alors, cette dimension commerciale est donc bien présente, et c'est vrai que nous avons une offre, nous avons une demande, comme en économie d'une façon très fréquente, c'est tout le problème de la bonne adéquation entre les considérations d'offres, les projets d'offres et les projets de demande. Sachant que dans l'intermédiaire, dans l'interface, il y a quand même une chaîne importante, et c'est vrai qu'il y a parfois des écarts non négligeables entre ce qui se passe dans l'amont et dans l'aval de la filière. Donc on ne peut pas parler de la commercialisation sans évoquer le problème de la chaîne, l'ensemble des acteurs. Autre point important, c'est l'internationalisation du marché. L'internationalisation du marché, puisque les produits de la mer sont des produits qui se sont largement internationalisés. On fait un certain nombre de travaux là-dessus, et c'est vrai que c'est un des produits qui a un taux d'internationalisation pendant de nombreuses années équivalent aux composants électroniques. Donc pour vous dire que l'internationalisation des produits de la mer est très forte. C'est non négligeable, et je passe à peu près 2 mois, maintenant 2 à 3 mois par an dans le sud-est asiatique. Je peux vous assurer que pour les pays asiatiques, Vietnam, Thaïlande et autres, ce sont des enjeux, des recettes d'exportation sur lesquelles ils appuient leur développement. Donc il y a une dimension internationale qui est évidente, et se pose dès lors certains problèmes à la fois de concurrence, de complémentarité, sans oublier quand même que dans l'analyse du marché, on voit qu'il y a pas mal d'échanges croisés, c'est-à-dire que nous importons des biens que nous réexportons. Dans la nomenclature douane, dans l'intervalle, évidemment, le produit est retravaillé. Donc il y a l'aspect commercial est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît au départ. Alors cette dimension commerciale, évidemment, a aussi un acteur clé que sont les organisations de producteurs. Et comme l'a dit Yves tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a la fonction à la fois de régulation du marché, essayer d'apporter une contribution à la régulation du marché, et puis, d'une façon plus récente, le problème de la ressource. Donc on voit bien que les OP jouent un rôle clé avec évidemment d'autres structures. Et donc je ne vais pas être plus long, puisque je pense que les spécialistes de ces aspects sont présents autour de la table, et tout particulièrement, je pense que à la fois les organisations de producteurs, mais aussi les organisations nationales qui structurent cette interface avec, je pense justement autour de la chaîne entre l'offre et la demande, cette notion d'interprofession qui joue un rôle clé. Je laisse la parole à mes collègues. Donc oui, je vais passer la parole aux spécialistes, donc à Monsieur Fouezon, qui va maintenant donc nous parler des marchés.
Oui, merci. Alors je vais faire un petit focus sur les enjeux actuels, notamment dans un cadre de réforme, parce que parallèlement à la réforme de la PCP, il y a la réforme de l'organisation commune des marchés, donc un règlement qui est important pour nous en tant qu'organisation de producteurs, parce que c'est un peu notre boîte à outils, donc, qui nous permet d'intervenir et de réguler le marché et de donner un certain nombre de garanties aux producteurs quant à la viabilité économique de son activité et à la valorisation des produits sur le marché. Maintenant, il est clair que le monde évolue, les produits de la pêche sont dans un marché mondial, comme l'a souligné Yves, très concurrentiel, et que on subit une concurrence importante avec l'entrée sur le marché communautaire de produits du monde entier. Et la difficulté, c'est que ces produits ne sont pas tous soumis aux mêmes règles, notamment les règles sociales, les contraintes sur la traçabilité, sur la normalisation des produits, qui font qu'il y a une concurrence qui peut être saine sur certains aspects, mais qui peut aussi mettre à mal l'existence des entreprises. Et on voit bien qu'aujourd'hui, en temps de crise, les produits de la pêche sont dans la même réflexion que l'ensemble de l'économie française. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas éviter la circulation des biens et des marchandises et donc des produits de la pêche. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter une plus-value et une différenciation pour que le consommateur, in fine, puisse avoir dans son libre arbitre, enfin, si on peut parler de libre arbitre en termes de consommation, compte tenu de la manipulation que peut avoir la distribution, dans le libre arbitre, je veux dire, il est important pour nous de pouvoir aboutir assez rapidement à une politique de différenciation. C'est-à-dire que aujourd'hui, on veut que le consommateur soit conscient quand il va sur un étal de poisson, au-delà de la connaissance du poisson en tant que tel, hein, parce que la connaissance du poisson, on sait bien qu'elle peut être très variable en fonction d'une zone littorale. Bon, là, on est sur une zone littorale, donc je pense qu'il y a une connaissance peut-être un peu supérieure à la moyenne. Néanmoins, on voit bien que la plupart des acteurs ou des consommateurs, quand ils rentrent, on leur demande sur le parking du supermarché qu'est-ce qu'ils veulent consommer. Ils vont dire, enfin, en termes de poisson, ils vont dire un poisson frais qui vient d'être pêché et qui n'est pas gras. Ils sortent de là avec du saumon. Donc c'est là le paradoxe, parce que souvent l'élément déclencheur, ça va être le prix, quand même. C'est l'élément déterminant. Alors, aujourd'hui, pour justifier, c'est vrai que le poisson, in fine, au consommateur, peut et des fois atteint des prix élevés. Donc, il y a aujourd'hui, pour nous, un point important dans cette logique de différenciation. On entend donc dans l'économie en général et les politiques actuellement le Made in France. Nous, ce qu'on aimerait faire à terme sur le poisson breton, ce serait du Made in Braise. Et pour ça, ce qu'on a pâti ces dernières années, depuis que moi je travaille dans ce secteur, c'est que la filière n'a pas forcément été tout le temps dans le même sens ou en bon ordre de marche. Et aujourd'hui, il y a des outils tels que France Filière Pêche
qui viennent d'être créées, c'est-à-dire que c'est une interprofession, comme il en existe depuis très longtemps dans les fruits et légumes, la viande ou autre. Je dirais enfin, on a une interprofession dotée de moyens qui vont permettre d'apporter une certaine visibilité aux produits français sur le marché. À titre indicatif, les produits débarqués par les bateaux français sur le marché français représentent à peu près 30% du marché. 70% du marché, ce sont des produits, c'est de l'importation. Donc ça, c'est un point important, la différenciation des produits, l'identification du produit. Ça, c'est le premier point que je voulais signer, avec des moyens, avec une véritable interprofession qui, en termes de communication, parce qu'aujourd'hui on est dans une société de communication, permettra d'éclairer, je l'espère, le comportement d'achat du consommateur. Et évidemment de l'influencer. Parce que c'est évident que tout à l'heure on parlait de rentabilité du secteur, et là il est clair qu'on ne peut pas vivre entre guillemets et être sous perfusion d'agents publics dès qu'il y a une crise sur le carburant. Ça, on l'entend bien et on ne le souhaite pas. Mais il faut qu'on se donne justement ces quelques centimes d'euros, cette part de chiffre d'affaires qui permettrait de compenser l'augmentation notamment des prix du carburant, qui est quelque chose d'important dans la pêche. Il faut aller la chercher. C'est-à-dire que si nous, pêcheurs, on fait le constat que voilà, les produits de la pêche, c'est quand même quelque chose de particulier, c'est que le pêcheur, il vend principalement son poisson à la criée, mais il ne le vend pas, on lui achète. Donc c'est un système d'enchères, on lui achète, et puis il peut être dépendant de beaucoup de choses. C'est pas parce qu'à Lorient, on peut avoir un comportement responsable sur telle ou telle espèce, faire attention à la qualité du poisson, à pas trop en débarquer. Je rappelle que si c'est un marché européen, ça va très vite, la marchandise circule très vite. Si nos collègues, je vais prendre l'exemple du merlu, parce que c'est ce qui a été flagrant ces dernières années, c'est-à-dire que c'est une ressource, comme le soulignait Alain tout à l'heure, qui est revenue, donc un poisson en abondance, mais évidemment, si les bateaux français en pêchent, les Espagnols en ont pêché, les Danois en ont pêché, les Anglais en ont pêché, les Irlandais en ont pêché, tout le monde en a pêché. La difficulté ensuite est de pouvoir réguler les flux, et que ce que soulignait André Lebert quand il dit un trobraise breton, c'est-à-dire qu'il faut quand même que de temps en temps les actions vertueuses de certains ne soient pas totalement anéanties par l'irresponsabilité des autres. Donc sur un marché, on est tous interdépendants. Donc il est évident que, et là j'en reviens encore à ma question sur le contrôle des pêches, que c'est pour nous un point majeur. Alors là, en tant qu'organisation de producteurs, justement, ce qu'on aimerait développer, et c'est vrai qu'on est en grande discussion avec la Commission, parce qu'on veut nous conférer un rôle important dans le cadre de la nouvelle réforme, mais j'espère qu'on en aura les moyens, c'est que pour nos adhérents, et il est important que pour nous, les organisations de producteurs aient des droits et des devoirs, c'est-à-dire que le règlement de base actuel ne confère pas uniquement la possibilité de faire des choses. Je pense qu'il y a des organisations de producteurs, et les structures en Europe qui se revendiquent être organisations de producteurs doivent, je dis bien pas peuvent, mais doivent avoir un certain nombre de droits et devoirs, accompagnés de moyens pour réaliser leur mission. Et nous, sur cette base-là, on est prêt à s'engager, à prendre nos responsabilités et dire, voilà, nous, on vous garantit une sorte de norme ISO, si on veut, mais à la pêche, en disant, voilà, le poisson qui est débarqué par nos adhérents, il respecte les quotas,
il est pêché avec, dans telle zone de pêche, il y a une traçabilité. Essayer d'apporter cette transparence au produit pour évidemment la valoriser à terme sur le marché. Mais de pouvoir apporter une garantie aux produits qui sont débarqués par nos adhérents. Et j'estime que si un certain nombre d'organisations de pêche ou de pêcheurs collectivement, que ce soit avec les comités des pêches ou les comités régionaux ou autres, prennent cet engagement, il faut que cet engagement soit, à mon sens, il doit y avoir une équité au niveau de l'Europe. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir une zone d'effort, on ne peut pas avoir une politique des pêches qui globalise un marché, qui dit, bon, voilà, il y a un marché. Bon. Alors, il y a ceux qui font des efforts, c'est bien, bravo, continuez, et puis à côté, il ne se passe rien, quoi. Ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Et pour finir très, très, très rapidement, c'est vrai que pour faire un lien avec les remarques et les questions sur la présence des Verts auprès de la Commission. Alors moi, je fais une distinction entre les fonctionnaires communautaires, la DG Marais et le cabinet de Mme Damanaki. Entre ce qui se passe dans le cabinet de Mme Damanaki, où je pense qu'il y a certainement plus de Verts qui sont reçus que de pêcheurs. Là, je rejoins ce que disait André Lebert. Je pense qu'après, c'est vrai que la discussion, à partir du moment où on a des idées, des propositions à faire auprès de la Commission, on a toujours eu une écoute et auprès des fonctionnaires communautaires. Mais bon, la commissaire est là et ce ne sont pas forcément les directeurs qui décident. Moi, ce que je veux dire, c'est que dans le contexte actuel, l'écologie, l'environnement, on voit bien qu'il faut faire très attention. Je ne dis pas que les écologistes n'ont pas leur mot à dire. Ils doivent s'inscrire, et les pêcheurs aussi, on doit tous s'inscrire dans une démarche de progrès, mais concertée et avec un certain consensus. Parce que les positions dogmatiques ou trop radicales, on sait à quoi ça peut mener. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est Alain qui disait qu'en termes de communication, on a un peu peur. On a un peu peur, pourquoi ? Parce que on a l'impression que si on n'a pas l'étiquette verte, si c'est pas écolo, si c'est pas... il y a une sorte de dogmatisme, voilà, qui est passé dans les couloirs de la Commission, et on a un peu peur de ne pas être écouté. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on voit bien l'exemple français est très caricatural, parce que notre président a fait un enjeu du Grenelle de l'environnement, très bonne idée, mais aujourd'hui, la crise, elle a balayé, et les objectifs qui étaient fixés, plus personne n'en parle. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un soufflet qui est retombé. Mais je ne dis pas qu'il faut rien faire. Et on commence déjà à entendre justement des spécialistes en marché qui vous disent déjà les futures tendances. Donc aujourd'hui, on lui dit globalement le label vert, c'est déjà dépassé. C'est dépassé. Ils considèrent que c'est dépassé. Ils considèrent que demain, c'est l'éthique. Donc il faudra faire des produits éthiques. Donc voilà, donc on demandera. Alors là, je pense que les pêches européennes, notamment les pêches françaises et bretonnes, seront bien placées parce que, comme l'a souligné Olivier ou André Lebert, on paye correctement nos marins, on respecte une certaine législation, on respecte des conditions de vie à bord. Alors j'espère qu'un jour, on pourra valoriser cet ensemble et que les démarches vertueuses seront reconnues et que, encore une fois, qu'on ne soit pas, comme disait André Lebert, qu'on ne soit pas noyé ou, si on parle de consommation et de marché, qu'on ne soit pas tous mis dans la même soupe. Mais, voilà. Merci beaucoup.
Alors, pour des raisons logistiques, je vais passer la parole donc à Émilie Herbach, qui est, donc, je le rappelle, l'assistante parlementaire d'Alain Cadec, qui va nous donner son point de vue sur cette question. Merci. Alors, pour faire suite à quelques sujets que vient d'évoquer Yves, c'est vrai qu'on discute en ce moment, dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche, de l'organisation commune des marchés. Et je vais vous parler essentiellement de deux thèmes sur ce règlement. Tout d'abord, un sujet qui, comme le pense Alain Cadec, a été oublié dans ce règlement, mais qui pense bien ajouter, puisqu'aujourd'hui, je vous le rappelle, le Parlement discute de la réforme, et c'est assez à lui aujourd'hui de préparer une position qu'il va ensuite négocier avec le Conseil. Donc la Commission nous a bien fait sa proposition, et aujourd'hui, c'est au Parlement et au Conseil de discuter, d'améliorer cette réforme. Voilà, donc ce thème qui a été oublié, c'est la réciprocité. En fait, c'est vrai, comme nous le disait Yves juste avant, aujourd'hui, on applique des normes sanitaires, économiques, environnementales très strictes à nos pêcheurs, et c'est bien, on ne le remet pas en question. Simplement, si vous avez des produits importés qui rentrent sur le marché et qui ne respectent pas ces mêmes règles sanitaires, sociales et environnementales, on arrive à une situation de concurrence déloyale où non seulement les producteurs européens sont soumis à une pression à laquelle les autres producteurs ne sont pas soumis, et également les consommateurs n'ont pas accès à une information à laquelle ils devraient avoir accès. Voilà, donc pour mettre en place une situation de concurrence loyale, il s'agit de lier un peu plus la politique commune de la pêche et la politique commerciale, qui aujourd'hui sont distinctes, parce qu'on négocie des accords commerciaux. C'est pas la DG Marais qui négocie les accords commerciaux. Alors, et c'est dans ces accords commerciaux qu'on négocie les produits importés de la pêche. Alors aujourd'hui, Alain Cadec plaide pour que ce soit la DG Marais, au moins, qui est responsable du poisson, qui négocie ces accords, et que ce soit elle qui soit responsable donc des importations qui entrent sur le marché européen. Alors c'est un petit peu plus complexe que ça, mais je simplifie. Donc c'est pour la transparence de l'information aux consommateurs, et également pour les producteurs européens qui ne souffrent pas d'une concurrence déloyale. Il ne s'agit pas de protectionnisme. Aujourd'hui, les importations, on en a besoin, et il faut le dire. L'industrie de transformation aussi en a besoin. On n'a peut-être pas assez de capture européenne, mais il faut faire dans la mesure du raisonnable, en faisant attention à ce que les produits importés respectent les mêmes normes. Voilà. Et le deuxième thème dont je voudrais vous parler, c'est l'écolabel. Alors celui-là, aujourd'hui, vous savez, il y a plusieurs labels sur le poisson. Ce sont souvent des labels privés, et je ne sais pas ce que vous ressentez, mais en tant que consommateur, on se demande souvent: tiens, qu'est-ce que j'achète? Je ne connais pas le cahier des charges de ce label. Est-ce que vous allez toujours chercher exactement à quoi correspond ce label? Bon, c'est compliqué. Et ce que propose Alain Cadec, c'est un écolabel européen qui aurait un cahier des charges assez strict et minimal pour qu'on puisse tracer la provenance des produits, et également avoir d'autres critères qui sont à définir en ce moment dans la commission de la pêche, pour avoir un écolabel qui parle à tout le monde et qui est connu, voilà, qu'on peut utiliser sur nos produits européens. Donc voilà, c'est pour aussi également informer le consommateur de ce qu'il achète et de ce qu'il mange. Donc on est d'accord pour un marché libre, mais ça passe par un engagement des pouvoirs publics à nous informer sur les produits qu'on a. Donc plus de transparence et un lien direct fait entre la politique commune de la pêche et la politique commerciale et la politique douanière. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette table ronde. Merci beaucoup. Donc, je vais repasser la parole à Madame Paria, à qui j'ai laissé une petite pause quand même, après qu'elle ait beaucoup parlé. Donc, c'est à vous. Merci beaucoup. Oui, donc je rebondis sur ce que vient de dire Émilie, sur la plus de transparence, qui est effectivement ce que nous souhaitons proposer dans le cadre de la réforme de l'organisation commune des marchés. Nous souhaitons,
deux grands axes dans cette nouvelle organisation commune des marchés. Il y a un axe qui concerne la valorisation des produits. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Et puis un axe qui concerne l'information aux consommateurs et donc la transparence pour les consommateurs sur ce qu'ils consomment. Donc, sur le premier axe, donc, la mesure clé, et qui va toujours dans la même philosophie que ce que nous proposons pour le reste de la réforme, est de donner un plus grand pouvoir à ceux qui sont responsables pour l'organisation de la production, à savoir les organisations de producteurs. Donc, nous souhaitons, et nous allons l'exprimer également financièrement dans le cadre du nouveau fonds, renforcer le rôle des organisations de producteurs dans la gestion, non seulement en amont, c'est-à-dire de l'organisation des quotas et autres, mais également dans l'aval, c'est-à-dire en ce qui concerne, pas la commercialisation des produits, mais la valorisation de ces produits. Donc, une des mesures que nous proposons, c'est d'établir des plans de commercialisation, que les OP préparent des plans de commercialisation de la production sur la base des apports de leurs membres et organisent cette production de manière à ce qu'on n'ait pas des débarquements à un moment X, alors avec des prix qui chutent parce qu'il y a pléthore sur le marché, et puis 15 jours plus tard, pouf, il n'y a plus rien, et c'est l'inverse. Donc qu'on puisse étaler cela. En accompagnement de cela, et comme c'est une mesure d'accompagnement à la mise en place de ces plans de gestion qui vont prendre quand même un certain nombre d'années, on propose de faire une aide, de remplacer toutes les aides qui existaient à l'heure actuelle de retrait, stockage et autres, de remplacer par une aide seule au stockage, c'est-à-dire de permettre la possibilité, sur la base d'un prix de référence qui sera cette fois plus déterminé par nous à Bruxelles, mais par les organisations de producteurs, d'organiser la possibilité de stocker ces produits pendant une période donnée. Cette aide étant conditionnée à la remise de ces produits sur le marché à des fins de consommation. Alors cette aide, je l'ai dit, n'est pas destinée à durer, elle est prévue pour 5 ans et de manière dégressive, puisque c'est une mesure d'accompagnement à ces plans de commercialisation des produits qui devraient être mis en place par les organisations de producteurs. Cela permettra une meilleure valorisation des apports, des débarquements, et également donnera une position aux organisations de producteurs et à leurs membres, une position plus forte vis-à-vis de la distribution pour négocier des prix plus intéressants. Le deuxième volet concerne l'information aux consommateurs. Alors, je crois que là, tout le monde reconnaît que les consommateurs veulent savoir ce qu'ils achètent. Donc, la première chose, c'est on va reprendre ce qui existe déjà, c'est-à-dire la dénomination commerciale, de savoir comment s'appelle le poisson qu'on achète, surtout qu'on l'achète quand même de plus en plus en filet, et qu'est-ce qui ressemble plus à un filet qu'un autre filet, surtout quand ils sont de la même couleur. Deuxièmement, nous proposons de mettre le lieu et la date de capture et la notion de produits frais ou décongelés. Alors, moi qui suis une cuisinière aussi à mes heures libres, c'est vrai que quand j'achète du poisson, j'aime bien savoir si je peux le recongeler ou pas. Donc, c'est sûrement une bonne information. Le fait de faire figurer le lieu de capture, et là, on va avoir des lieux plus précis. Jusqu'à maintenant, on avait des lieux de capture Atlantique Nord, Atlantique Nord-Ouest, Sud. Donc, c'est vrai que ça ne donne pas une idée très précise du lieu où le poisson est pêché. On va proposer une approche plus affinée, c'est-à-dire les zones FAO où vous pourrez mettre pêcher dans le nord de la Bretagne ou au sud de la Bretagne, bref, de manière à ce que le consommateur ait une information plus précise sur le lieu de capture. Et nous proposons de mettre également la date de capture, qui est importante et, à mon avis, un moyen de valoriser la pêche locale aussi. Parce qu'il est clair que pour un consommateur, de constater que le poisson a été pêché
3, 4 jours avant, et clairement une indication de fraîcheur et de qualité. Donc, ça, ce sont des indications obligatoires qui devront être précisées sur les produits, qui sont certainement de nature à guider le consommateur dans ses choix et à valoriser notamment les apports de la pêche locale, puisqu'on verra que c'est une pêche qui était réalisée peu de temps avant qu'elle soit mise sur le marché. On a également prévu la possibilité de mettre un certain nombre d'autres informations facultatives, et là, c'est laissé également à l'appréciation de chaque pays, éventuellement de chaque OP, de déterminer si on veut préciser la manière dont le poisson a été pêché, la manière dont parce que ça vaut également pour les produits de l'aquaculture, dont le poisson a été, dont les espèces ont été produites, etc. Une série d'autres informations qui sont laissées à l'appréciation de chacun pour déterminer si ces informations sont nécessaires et utiles pour valoriser le produit. Voilà, en gros, c'est alors sur le volet réciprocité. Bon, là, je crois qu'il y a un petit peu de confusion. Certes, les produits de la pêche, comme tout produit industriel, manufacturé ou autre, on vit dans un cadre de mondialisation. Un produit peut être fait dans un pays avec une main-d'œuvre qui coûte beaucoup moins cher qu'en France. On peut être d'accord ou pas d'accord. Les produits de la pêche, les produits halieutiques répondent à la même logique de possibilité de décentralisation, d'importation en provenance de pays où les coûts sont moins élevés. C'est peut-être condamnable, mais c'est comme ça. En revanche, en ce qui concerne les normes sanitaires, je crois que là, il faut bien préciser que les normes sanitaires pour les produits importés sont les mêmes que les normes sanitaires communautaires et qu'il y a des certificats. Toute entreprise qui exporte vers l'Union européenne est soumise aux mêmes conditions sanitaires et doit faire l'objet d'une certification sanitaire sans laquelle elle ne peut pas pénétrer le marché européen. Donc là, je crois qu'il y a un level playing field qui est assuré. L'écolabel dont a parlé Émilie, c'est vrai que nous avons un petit peu plus de réticence à la Commission pour élaborer un label européen, un écolabel européen. En revanche, nous sommes ouverts à la possibilité de définir des critères pour un écolabel. De définir les critères, donc c'est toujours cette logique de définir le cadre et puis après laisser à d'autres que nous considérons être plus à même que nous de définir cet écolabel. Il y a des organismes de labellisation dont c'est le métier. La seule chose que nous pensons qui pourrait être utile, éventuellement au niveau européen, c'est de définir des critères communs qui seraient des critères qui s'appliquent dans toute l'Union et sur la base desquels ces écolabels seraient délivrés. Alors en ce qui concerne la politique commerciale, que ce soit la DG Trade ou la DG Marée qui négocie, c'est toujours la Commission européenne. Dans les négociations internationales, il y a les pays X, Y et Z, et puis il y a l'Union européenne. L'Union européenne est représentée par la Commission, par les directions générales de compétences. L'agriculture ne négocie pas plus les produits agricoles que la DG Marée. En revanche, que ce soit la DG Marée ou la DG Agriculture, la DG Agri est présente derrière ou en compagnie de nos collègues de la DG Trade dans les négociations commerciales. Alors, il est vrai que le poids, que toute négociation est aussi le résultat d'un équilibre des forces en présence et que dans les grandes négociations commerciales, c'est peut-être pas toujours les produits de la pêche qui sont le plus important dans l'équilibre des concessions qu'on doit faire. Malheureusement, de nouveau, c'est peut-être quelque chose qu'on peut contester. Nous essayons, nous, en ce qui nous concerne à la DG Marée, d'être le plus possible présents et de mettre en œuvre tout ce que nous pouvons pour défendre les intérêts de nos produits, mais il est vrai que ces négociations sont souvent des négociations globales où des concessions doivent être faites.
Alors je voudrais revenir sur les normes ISO. Il est parti, le monsieur qui... Mais je trouvais son idée très intéressante de normes ISO pour les OP, et je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qui pourrait empêcher qu'on puisse le faire. Tout organisme est susceptible de demander une certification à des normes, donc je pense que c'est certainement une très bonne idée, et qui est une idée qui pourrait être certainement reprise et voire même soutenue dans le cadre de notre soutien financier. Merci. Très bien. Donc, je passe maintenant la parole à l'orienté, Monsieur Bénard, qui est un marailleur bien connu ici. Merci. Donc, qui intervient en lieu et place de Monsieur Le Chat, qui n'a pas pu être disponible. Donc, il faut savoir que moi, j'ai arrêté mon activité depuis 2 ans, mais j'espère être en mesure de pouvoir répondre à certaines questions néanmoins. Donc, je vais vous parler de la marée et du marailleur, un mot qui n'a pas été prononcé de l'après-midi, je pense. Donc, marailleur, une profession complètement liée à la pêche, à savoir qu'on dit toujours que le marailleur est l'attaché commercial du pêcheur. Je ne sais pas si cette définition vous satisfait. Pour moi, elle me convient assez bien. À savoir que ce que le pêcheur ramène, eh bien, on a la charge, nous, de le commercialiser sous autant de formes qu'il est possible, à savoir qu'on a appris à évoluer en même temps que les races et différents types de poissons qui nous ramenaient, à savoir faire évoluer la gamme. Si bien que si la France est un pays aux 300 fromages, je pense que la France est peut-être un pays aux 300 sortes de poissons également. Je dis ça parce que ça n'est pas du tout vrai pour des pays pour lesquels on peut importer du style Allemagne, où ils se satisfont de tout au plus d'une demi-douzaine d'espèces. En France, si vous voulez être crédible, il vous faut un étal avec autant d'espèces qu'il est possible pour rendre cet étal attirant et puis pour donner la possibilité de ce poisson d'en tirer le meilleur profit, puisque c'est bien le but, n'est-ce pas? Si un marailleur est là, c'est bien pour acheter la plus grande variété possible et la plus grande quantité de manière à la vendre. Et c'est bien pour ça qu'un marailleur a du mal à se satisfaire en général de principes extrêmement fonctionnalisés, de choses que l'on doit mettre dans des cases très rigides. On a besoin de souplesse, comme le pêcheur, dans des classifications où c'est vrai que l'Atlantique Nord-Est, on ne s'y reconnaît pas, dans le sens où avant on disait la petite sardine de Saint-Gilles, le maquereau, etc., le maquereau de la Turballe, le merlan de ligne, etc. Donc on a besoin, je pense, de retrouver cette authenticité-là, plutôt que des généralités qui ne nous conviennent pas et qui, peut-être, je pense, risquent de nous faire basculer dans un trou, quoi. Donc, vive la variété lorientaise. Pour ce qui est des labels, je crois bon de rappeler qu'avec M. Maurice Benoît et M. Danique à l'époque, il y a plus de 20 ans, c'est nous qui sommes à l'origine de la création de Poisson de Bretagne, qui est devenu ensuite Poisson Qualité Bretagne, où on a bien vu qu'il ne fallait pas se contenter d'un savoir-faire, et il fallait le faire savoir. C'était ce qu'on avait trouvé à l'époque. Et l'idée, justement, de cette démarche était de mettre en avant cette qualité de produit que l'on a réussi à faire reconnaître et pour lequel le consommateur continue à rechercher le type de produit que vous pêchez et que nous commercialisons. Je crois que je fonctionnerai plus facilement sous forme de questions-réponses. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup. On vous posera peut-être des questions tout à l'heure. Donc, je passe tout de suite la parole à Monsieur Larnaud, qui est le directeur d'IDEMER, donc qui va nous expliquer ce qu'est IDEMER déjà, pour ceux qui ne savent pas, et puis qui va ensuite nous faire un exposé sur la nourriture. Non. Merci. Oui, je peux vous dire en 2 mots ce qu'est IDEMER. Donc, IDEMER est un centre technique qui travaille sur le développement des produits de la mer, aussi à Lorient. On a une vocation régionale, bien entendu, et nationale également, bien sûr. Donc, nous travaillons sur le développement de produits, qu'il s'agisse de produits transformés alimentaires, depuis le bateau, d'ailleurs, depuis le bateau, en passant par le maraillage, jusqu'à en particulier la valorisation des coproduits. Donc là, en appliquant des
différentes biotechnologies, on va dire, pour réaliser différents extraits de produits de la mer. J'y reviendrai d'ailleurs. Donc en fait, et pour tout vous dire, j'étais encore jusqu'à récemment responsable de la technologie halieutique à l'Ifremer, et ça fait 2 mois que je suis le nouveau directeur d'IDEMER. Voilà. Mais j'y ai déjà passé 14 ans de ma vie antérieure. Voilà. Donc, on avait sur notre petit papier en fait 2 questions. Je vais les reprendre plus ou moins concernant l'évolution des modes de consommation, à savoir si elle est en phase avec les politiques de gestion de la ressource. Et ensuite, quelles sont les perspectives pour la commercialisation du poisson, sa valorisation. Donc là, je vous parlerai plutôt de la valorisation des coproduits sur laquelle travaille IDEMER. Alors d'abord, bon, en ce qui concerne l'évolution des modes de consommation, bon, le consommateur, lui, comme vous le savez, puisqu'on en est tous, le consommateur, il a ses préférences et c'est pas toujours évident de lui faire changer ses habitudes. Bon, on a tous l'exemple en tête du poisson pélagique, hein, qu'on a. Bon, ici en Bretagne, on mange quand même de la sardine, mais faire manger du poisson pélagique, du poisson qui n'est pas blanc au commun des mortels, c'est pas si évident que ça. Et puis également, on a beaucoup parlé du merlu, mais je pense que je vais encore en parler. Bon, le merlu qui est quand même très représentatif ici à Lorient. Et en fait, ce merlu qui... bon, le problème n'est pas seulement un problème de consommation, puisqu'on l'a compris tout à l'heure, c'est vrai que maintenant, il semblerait qu'il y ait beaucoup de merlu dans la mer. On a eu un plan de restauration il y a plus de 10 ans, où là, il y avait un vrai problème. Alain Bizot en a déjà parlé. Mais actuellement, on ne sait plus quoi faire du merlu. Alors, c'est vrai que peut-être qu'il y en a beaucoup, donc le consommateur ne peut pas tout faire, mais peut-être aussi qu'il ne s'intéresse pas assez au merlu. En tout cas, malgré le prix qui est très bas actuellement. Alors, j'ai relevé quelques petits éléments, disons, qui tournent un peu autour de la technologie, puisqu'IDEMER est quand même un centre technique avant tout. Le premier, c'est concernant les produits-services. Donc, c'est très en lien avec la consommation, évidemment, mais nous attendons tous, en tant que consommateurs, et on a été éduqués pour ça, hein, par la distribution, par l'industrie, nous attendons tous des produits-services. Des produits qui sont en fait qui sont faciles à utiliser, hein, le produit du célibataire citadin qui a les moyens d'acheter un produit facile à passer au micro-ondes. Voilà. Bon, c'est une caricature, mais on attend tous un produit-service. Et en fait, ce produit-service, je voudrais en fait citer 1 ou 2 exemples montrant qu'il n'est pas forcément toujours compatible. En tout cas, il y a une certaine opposition dans certains cas avec le respect de la ressource et plus généralement de l'environnement. Premier exemple, le sans-arrêt, le fameux sans-arrêt qui existe depuis plus de 30 ans maintenant. C'était les gros industriels du surgelé qui ont commencé à mettre cette petite pastille du sans-arrêt sur leur boîte. Et en fait, ce sans-arrêt a un impact très important sur la ressource. Quand je parle de sans-arrêt, ça veut dire que vous mangez votre carré de poisson, hein, bien souvent, et vous ne trouvez pas une arête dedans. Donc ça, il faut savoir que, justement, les marailleurs connaissent bien ça. Pour prendre l'exemple d'un filet de cabillaud, par exemple, bon, de l'ordre d'un rendement d'un filet standard dans lequel on accepte qu'il y ait des arêtes, ça va peut-être être 50-55% de rendement, pas plus que ça même. Voilà. Et on peut descendre dans... Ça, voilà, exactement. Et sur des bateaux-usines où, effectivement, si on veut un pavé strictement sans arrêt, on tombe à 25. J'ai vu des cas extrêmes dans le monde, jusqu'à 16% pour McDonald's, en enlevant la peau en profondeur, enfin, etc., etc. Donc ça, entre un rendement qui va du simple au double, vous imaginez que pour la ressource, c'est pas la même chose, quoi. Pour le même poisson pêché, on peut avoir un rendement matière qui va du simple au double. Donc on oublie toujours ça, et dans les écolabels, dans le MSC oublie ça complètement. Effectivement, c'est quelque chose qui me semble important. C'est une évidence, mais ça me semble important. Voilà. Alors évidemment, ça veut dire qu'il faut valoriser ce qui reste. Hein. Donc je reviendrai sur la valorisation, mais il est très important de valoriser cette chair résiduelle. On la valorisera jamais autant que sur un filet, hein, mais il est important de mettre en place des systèmes pour valoriser au mieux avec ce qu'on appelle des pulpes de poisson, qui elles seront sans arrêt, qui peuvent être de très bonne qualité et qu'on pourra mettre en œuvre dans des produits reconstitués. Donc, et puis là, en fait, ça permet de compléter le besoin de l'industrie en filet de poisson. Donc ça, c'est le premier point sur le produit, donc impact direct sur la ressource. Hein. Puis il y a l'aspect emballage également. Le produit-service, souvent, signifie beaucoup d'emballage. Alors il y a des caricatures, là encore, de le plateau repas, hein, vraiment, vous avez tout, et puis vous jetez tout à la fin, quoi. Bon, mais il y a aussi souvent, quand on va avoir un produit-service, alors c'est souvent vrai sur les produits pré-cuits, qui nécessitent des emballages techniques, hein, qui résistent à la cuisson. On a souvent des emballages qui sont non biodégradables et qui en plus sont non recyclables, bien souvent. Donc d'où l'intérêt évidemment des produits frais, des produits surgelés, de la boîte de conserve aussi qui a en boîte métallique simple qu'on peut mettre dans son conteneur qui peut être recyclé. Hein. Mais en tout cas des emballages monocomposants qui peuvent être faciles à recycler.
Et puis bien sûr, il faut favoriser dans ces cas-là le tri chez le consommateur, évidemment, donc, ce qui est beaucoup pratiqué d'ailleurs à Lorient. Mais on peut aller toujours plus loin dans la séparation, évidemment, des barquettes, des opercules, etc. Donc voilà, ce sont deux points intéressants, en tout cas sur la consommation. On est tous concernés par ça et qui me semble pouvoir avoir un impact indirect. Alors autrement, bon, on a parlé de sélectivité, différents des aspects environnementaux, des écolabels. Effectivement, je pense qu'il y a vraiment une demande globale, une demande de qualité globale, de plus en plus quand même du consommateur. Le marketing pousse un petit peu à ça aussi, mais le consommateur attend ça, une demande de qualité globale, donc avec une qualité de fraîcheur, une qualité organoleptique qui est bonne et reconnue, mais aussi qui a des caractéristiques au niveau de l'environnement qui sont tout à fait bonne et reconnue également au niveau humain. D'ailleurs, l'aspect social et éthique, on va dire, rentre dans la qualité globale. Donc là, évidemment, donc ça veut dire traçabilité précise, sûrement plus précise que celle, on en parlait tout à l'heure, sûrement plus précise que celle qu'on a actuellement, qui est, voilà, mon poisson, il est pêché en Bretagne, et puis il est pêché de façon sélective, de façon économe, avec une technique économe en carburant, peu impactante sur les habitats, etc. Donc je disais que je travaillais précédemment à l'Ifremer, l'équipe, il y a des représentants dans la salle qui sont là, de l'équipe technologique de l'Ifremer, et avec les professionnels qui sont là, bien sûr, nous travaillons bien sûr là-dessus. Alors je rajoute un i, nous travaillons, puisque je n'y suis plus maintenant. Voilà, donc en tout cas, il y a vraiment cette demande du marché. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, quand on parlait des rejets en mer, donc effectivement, Alain Bizot l'a dit tout à l'heure, faisons de la sélectivité, vraiment limitons au maximum nos rejets, on a déjà fait beaucoup de choses, les professionnels sont tout à fait conscients qu'il faut aller plus loin, tout le monde est d'accord là-dessus, on peut aller plus loin, mais il y a une limite, on aura probablement, surtout sur des pêcheries plurispécifiques, du nombre d'espèces que l'on a, pêcherie plurispécifique, et dans ces cas-là, c'est pas comme en Norvège quand on n'a que du cabillaud, faut pas comparer les choses. Voilà. Donc, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on peut pas, je pense, si on impose aux pêcheurs de ramener les rejets que l'on n'aura pas sélectionnés sur le fond, si on leur impose ça, je pense pas qu'on puisse avoir une démarche industrielle sur une période temporaire. Parce que vous avez dit pendant une durée X, on va valoriser ce que les pêcheurs vont ramener. Et on ne peut pas avoir une démarche industrielle comme ça. On ne peut pas se dire j'investis pour 5 ans, 10 ans, et puis après j'arrête. Qu'est-ce qu'on va faire des ateliers qui auront transformé les rejets? Bon, ça c'est juste une petite remarque. Je rebondissais un petit peu sur ce que vous disiez, mais ça me semblait être une limite en tout cas à cela. Et puis probablement que quand on est sélectif, bon, la fameuse formule du trier sur le fond, donc bien sûr, et pas sur le pont. Bon, quand on a des rejets, on sait qu'une partie des rejets déjà survit. En particulier ici sur la langoustine, on a eu des tas d'études qui montrent ça, donc ça vaut peut-être le coup plutôt que de les ramener, de les laisser repartir sur le fond. Et on sait qu'il y en a un bon pourcentage qui va survivre. Et puis après, bon, ça a été dit par Olivier tout à l'heure, le fait de rendre à l'écosystème éventuellement certains rejets. Mais en tout cas, bon, je dis pas qu'il faut pas non plus. Il y aura peut-être une partie qui pourrait être valorisée, il faut peut-être aussi trier, mais ça génère des tas de contraintes, bien sûr, à bord des navires. Donc voilà pour la première partie, en tout cas, des modes de consommation, on va dire, et puis de cet aspect gestion de la ressource, respect de l'environnement et de l'homme, puisqu'on en a aussi parlé. Alors si je parle, donc je vais sur une deuxième partie sur la valorisation en particulier des coproduits. Voilà, bah oui, il y a un joli transparent qui est là. Bon, en tout cas, d'abord, si on parlait de la commercialisation avant de parler des coproduits, bon, j'ai parlé des pélagiques. C'est vrai que il y a ce vieux sujet de faire manger du pélagique aux gens en termes de commercialisation. Ça reste d'abord parce que évidemment, le pélagique, il est bon pour la santé, on le sait tous, les oméga 3, etc. Alors, il y a des tentatives de faire des filets, que ce soit en conserve, que ce soit en frais, bien sûr, mais on a toujours du mal, effectivement, même si dans les zones côtières, on a bien sûr les pélagiques qui sont consommés. Mais il y a vraiment un gros intérêt nutritionnel de ces poissons. Alors, en ce qui concerne la valorisation des produits de la pêche, alors on parlait de la sélectivité triée sur le fond, pas sur le pont. Pour la valorisation des coproduits, je vais sortir aussi une petite maxime, mais disons, dans le poisson, tout est bon. J'ai entendu ça un jour avec mon prédécesseur, d'ailleurs Patrick Allôme, dans le poisson, tout est bon. C'est un Coréen qui nous avait dit ça, et c'est vrai. Dans le poisson, tout est bon et exceptionnellement bon d'ailleurs. Donc, bon, je vous avais ici un petit schéma, mais effectivement, on peut valoriser les chutes de filetage en pulpe. Je parlais
de chair hachée qu'on va séparer mécaniquement, qu'on va nettoyer, hein, qui vont être tout à fait des chairs intéressantes et sans arêtes donc pour l'industriel, donc ce qui va être tout à fait intéressant. On peut valoriser les arêtes, les cartilages, hein, qui ont des tas de vertus, bon, que ce soit les arêtes pour le phosphore, les cartilages pour différentes, qui sont, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail bien sûr ici, mais certaines molécules tout à fait intéressantes pour les articulations, pour l'arthrose, des choses comme ça, en cosmétique également. Bon, valorisation des peaux, collagène pour la cosmétique par exemple, les têtes, hein, bon, par les oméga 3, les acides gras polyinsaturés très intéressants, les écailles, les nageoires, les viscères, etc. Les huiles, hein, dans les viscères, le foie, les huiles, toujours oméga 3 à nouveau, bon, tout ça tout à fait intéressant. Donc en tout cas, valorisons la chair au maximum. Alors faisons des produits pour l'aromatique, je crois que c'est écrit derrière moi, pour l'aromatique, pour la nutrition santé, pour la cosmétique également, et faisons de la valeur ajoutée. Je dois voir, ça doit être le transparent qui suit. Voilà. Bon, en faisant ça, bien sûr, on améliore la valeur ajoutée depuis la destruction, évidemment, et puis avec les différentes phases que vous avez au-dessus, qui peuvent aller jusqu'à la pharmacie, hein, évidemment, mais sur des petites quantités valorisées. Mais en passant par, effectivement, par les différentes phases de l'aromatique, de la nutrition santé, etc. Alors, actuellement, on sent à Idémer, on sent qu'il commence à monter une certaine compétition. On le voit à Lorient, on le voit en Bretagne, une certaine compétition sur les coproduits disponibles donc dans les ports. Une compétition par les différents faiseurs, hein, sur ces métiers-là. Et puis aussi, il y a d'autres métiers. Il y a les appâts et puis il y a l'aquaculture. On a parlé tout à l'heure de l'APCP qui donc est de favoriser l'aquaculture. Une petite réflexion que je me faisais tout à l'heure, justement, c'est de se dire que est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux justement avoir une utilisation directe des coproduits plutôt dans les différentes valorisations dont j'ai parlé que par exemple dans l'aquaculture ou éventuellement pour des appâts, parce qu'il y a aussi une demande du monde des appâts pour mettre dans des NAS, etc., bon, sur toutes sortes de techniques de pêche, et travailler, donc d'où l'importance de la technologie des pêches, de travailler sur, par exemple, des appâts qui peuvent être lumineux, enfin des attractants lumineux, acoustiques, etc., pour essayer de limiter la consommation d'appâts de la pêche, hein, avec les techniques qui se développent actuellement, et de plutôt mieux valoriser pour l'alimentation humaine, en particulier les coproduits. Voilà. Et puis également pour l'aquaculture. L'aquaculture, je ne sais pas où on en est, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'aquaculture, mais il y a quelques années, on parlait de 7-8 kg de poisson pour 1 kg de farine, enfin de farine et de protéines, je pense, pour la protéine qui sort, qu'on va dire. Et en fait, donc maintenant, on est à 3, 4, 5, 4, 3 kilos peut-être dans certains cas, mais toujours est-il que le rendement est malgré tout bien moins bon que quand on valorise directement. Donc, à mon sens, encore une fois, alors il y a des travaux qui sont menés sur les végétaux. Bien sûr, on essaie de faire manger un maximum de végétaux aux poissons, mais ils ont toujours besoin de ces fameux oméga 3. Alors, les oméga 3, on peut les trouver dans les algues. Hein, on a vu sur le CFIA, le salon à Rennes récemment, il y a des ingrédients même qui sont issus des algues, donc avec qui peuvent être tout à fait utilisés en alimentaire. Mais il y a des oméga 3 dans les algues, par exemple, donc qui peuvent aussi être utilisés dans l'aquaculture. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une certaine compétition entre des secteurs. Celui de l'aquaculture n'est pas du tout... en termes de matière, c'est pas rentable du tout, on va dire. Hein. On a vraiment un gâchis de matière si on donne des coproduits de poissons qu'on pourrait consommer presque directement si on les donne à des poissons à manger et qu'on va manger ensuite, donc avec les pertes en ligne que ça génère. Voilà. En tout cas, pour toute cette valorisation dont je parle, maîtrise de la matière première. Alors c'est marrant parce que j'avais... il faut d'abord considérer le coproduit, toutes ces matières que l'on va valoriser comme des coproduits, évidemment, je crois que ça c'est déjà le cas, et plus jamais comme des déchets. Hein. Vraiment, on a des coproduits, on n'a plus des déchets, donc avec la qualité qui va avec, le tri, organiser le tri, il y a des choses qui se mettent en place. Sur le port de Lorient, il y a beaucoup d'exemples. Et puis j'avais prévu de terminer sur les marailleurs, justement. Je ne l'ai pas rajouté suite à ton intervention tout à l'heure, mais effectivement... en fait, il est très important dans tous ces processus de production, de valorisation des coproduits, que la filière amont soit impliquée. Alors, si on parle éventuellement de valoriser les rejets en mer, que les producteurs, les pêcheurs sont impliqués, mais pour les coproduits, disons, issus de la transformation, et en particulier du maraillage, il est vraiment très important que les marailleurs soient impliqués dans toute la structuration de la filière pour ça, parce que tout simplement, d'abord pour maîtriser les coûts, parce que quand vous avez une valorisation, vous imaginez comme ça, en fait, quand on part d'un produit qui aura peut-être un rendement final de 0,5% ou de 2%, la moindre fluctuation du prix de la matière
à la base, aura une conséquence très importante sur le prix du produit fini, quoi. Donc il faut effectivement que les gens qui fournissent ces matières-là soient impliqués dans les structures qui vont valoriser derrière pour absolument être conscients de ça et puis qu'on puisse tenir les prix. Parce que si je reviens sur l'investissement industriel, si on a, mettons, on part sur un coproduit à 0,50, c'est un exemple, peu importe, 0,50, si du jour au lendemain il passe à 1 euro, votre belle usine que vous avez construite, avec tout du beau matériel dedans, vous la fermez. Voilà, donc ça c'est très important évidemment d'être conscient de ça et de maîtriser ça, absolument. D'où l'importance de l'implication de l'amont dans tous ces projets de structuration.